m'investissant un peu dans le milieu associatif sur Lyon, j'ai découvert un nouveau visage de la précarité. Et ce visage-là, en fait, ça nous a vraiment bouleversés. C'était de découvrir les squats. Les squats où les personnes étaient vraiment complètement au-delà de la précarité. Ils étaient désocialisés. C'était à un niveau encore supérieur. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je pars à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant. On se dit peut-être les résultats, les réels résultats, l'impact qu'on recherche, on sera même plus là en fait pour le voir, mais on s'en fout. On s'en fout parce que ce qu'on recherche, c'est pas la reconnaissance des gens. Ce qu'on recherche vraiment, c'est se dire qu'on a participé à un autre niveau, à mettre en place un modèle qui servira demain aux futures générations de cette communauté et de la société. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Merci de m'accueillir dans vos locaux. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Ok, très bien. Donc moi, c'est Islam Omar. J'ai 34 ans. J'ai une formation d'ingénieur aéronautique. Et depuis une dizaine d'années, en fait, je travaille dans le domaine de l'insertion des personnes en très grande difficulté. Donc, que ce soit par l'emploi et la formation. Et je suis actuellement, du coup, le cofondateur de la structure Booster d'Avenir. D'accord. Donc, je m'appelle Farida, je suis l'épouse d'Omar, je suis coach professionnel. J'ai une expérience aussi de 13 ans dans l'accompagnement des personnes en situation de précarité, par le biais de Pôle emploi notamment, mais aussi dans l'associatif, et l'accompagnement des entreprises, tout ce qui est volet recrutement, et l'accompagnement, l'aide à l'intégration des personnes issues de la diversité. D'accord. Donc vous êtes tous deux cofondateurs de Booster d'Avenir. Est-ce que vous pourriez présenter le projet ? Oui, c'est une association donc, qui a bientôt 1 an d'existence, et on a créé l'idée de Booster d'Avenir. Ça a été justement de mettre à contribution nos différentes expertises personnelles dans l'insertion durable des personnes en situation de précarité. Nos différentes expériences, notamment à Pôle emploi, nous ont montré qu'il y a une difficulté, en tout cas, d'intégrer durablement les personnes qui sont en situation de précarité. Donc l'idée de Booster d'Avenir, c'est d'accompagner ces personnes, mais dans une approche innovante, c'est-à-dire liée dans l'approche, c'est une approche globale et systémique. Quand on dit une approche globale et systémique, c'est accompagner la personne en situation de précarité sur l'ensemble de ses difficultés. D'accord. Quand on sait que la précarité, en fait, la précarité, une personne qui est touchée par la précarité, ce n'est pas uniquement le résultat, c'est pas uniquement le manque financier ou l'absence de besoin de moyens financiers. La précarité, elle vient impacter tous les aspects de la vie de la personne. Donc l'approche globale, c'est ça, c'est de prendre en compte l'ensemble des problématiques que traversent ces personnes, et d'essayer de tenter de répondre par une approche pluridisciplinaire. Donc au sein de l'association, nos équipes de bénévoles sont issues des différents métiers de l'accompagnement, mais pas uniquement. De l'accompagnement tant des entreprises que des personnes en situation, des chargés d'accompagnement, des chargés d'insertion. Et le but, c'est de pouvoir avancer pas à pas sur chacune de ces problématiques que traverse la personne. D'accord. Donc l'association, vous l'avez fondée il y a 1 an ? C'est ça. Environ. C'est quoi la définition d'une personne en situation précaire ? En fait, justement, nous, ce qu'on a essayé de faire chez Booster d'Avenir, et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été un peu considéré comme une approche innovante, l'approche globale et systémique, comme disait Farida, c'est que justement, on catégorise pas le public qu'on accompagne. C'est-à-dire, on dit pas que pour nous, quelqu'un qui est en situation de précarité, c'est un jeune issu des quartiers, ou c'est quelqu'un qui touche les minima sociaux, ou c'est un tel ou c'est un tel, justement. Pourquoi ? Comme disait Farida, c'est parce que la précarité touche l'ensemble en fait de la vie de la personne. Et parfois des choses qu'on peut pas mesurer, donc qu'on peut pas catégoriser. Donc nous en fait, cette approche de ne pas catégoriser les personnes, pour nous c'est essentiel au sein de Booster d'Avenir. Pourquoi ? Parce que si on regarde bien, c'est justement les personnes en fait qui sont hors cadre qui sont les plus touchées par la pauvreté. Ce qui fait que nous on s'est spécialisé pour ce type de public, ce qu'on appelle les invisibles, donc les personnes que les structures institutionnelles en général, même dans le milieu associatif, on les accompagne pas. Nous on cible vraiment ces personnes avec une démarche d'aller vers, donc on va vers
l'environnement de la personne, et on va dire à la personne, voilà, tu vis une situation compliquée, mais il y a des solutions qui existent et qui sont concrètes. Et pour Bosseur d'avenir, l'idée c'est de transformer en fait ces solutions-là en quelque chose de concret. Quand tu dis qu'il n'y a pas de cadre, c'est-à-dire que tu catégorises pas par exemple en sans-abri, avec domicile ou ayant un diplôme, sans diplôme, choses comme ça. Mais du coup, n'importe qui que vous voyez en situation difficile. Voilà. C'est ça. En fait, la personne précaire, ça va être la personne, voilà, ne pas considérer des catégories comme ce que tu viens de citer, c'est-à-dire une personne sans abri, parce que finalement, si on venait à catégoriser, y compris les catégories déjà existantes, par exemple, personne sans domicile fixe, un bénéficiaire du RSA, une personne qui perçoit l'allocation de retour à l'emploi, toutes ces catégories qui sont déjà existantes, en dehors de ces catégories, même dans ces catégories, il y a des personnes en situation de précarité qui sont pas prises en charge correctement parce que cumulant plusieurs handicaps sociaux à côté, elles sont pas employables immédiatement. Et dans le domaine institutionnel, on va dire, dans les accompagnements classiques, au jour d'aujourd'hui, les personnes qui sont accompagnées prioritairement, c'est les personnes qui sont plaçables rapidement. Parce que les institutions publiques aussi sont soumises à des résultats. Et du coup, cette injonction-là fait qu'ils vont suivre les personnes employables immédiatement. Donc les personnes précaires sont des personnes qui vont rencontrer plusieurs handicaps. Si on pouvait résumer, en fait, c'est ça. C'est une personne qui a des problèmes d'insertion dans l'emploi, donc qui a des problèmes financiers liés à cette difficulté de s'insérer, mais qui rencontre à côté un cumul de handicaps sociaux. Ça va être tout type de difficultés. Un étudiant, par exemple, qui a des difficultés à se nourrir, à se loger, pour pouvoir poursuivre ses études, il est obligé d'essayer de trouver un emploi. Enfin, il est dans ce cercle vicieux-là. Cette personne-là va rentrer dans les personnes qu'on va accompagner. Le SDF, la personne qui a pas de domicile, mais qui en même temps soit travaille, cumule plusieurs emplois, mais n'a pas des contrats précaires, donc ne peut pas prétendre au logement, ça aussi c'est des publics. En fait, c'est des personnes qui, voilà, le point commun c'est des difficultés liées à l'insertion via l'emploi et un cumul de handicaps sociaux à côté. Okay. Donc, depuis un an, votre action, est-ce que vous pouvez donner des chiffres et quels sont les types de situations et comment change-t-elle? Concrètement, depuis qu'on a commencé, donc sur les 6 premiers mois de 2019, on a accompagné à peu près 70 personnes. On est vraiment sur du qualitatif, donc on a limité en quelque sorte le nombre de personnes qu'on accompagne. Donc on a accompagné 70 personnes et sur les 70, 63 ont retrouvé soit un emploi, soit une formation et parfois même un logement. En très peu de temps, donc alhamdoulilah, en fait on a eu des résultats concrets, notamment grâce à cette approche globale et systémique. Concrètement, si je voulais en fait te donner un exemple, l'exemple d'une personne qu'on a accompagnée, s'appelle Adela, qui avait une situation très 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 compliquée, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui est rentrée chez nous, en fait, elle ne connaissait pas un mot en français, même écrire son prénom c'était compliqué. Donc on a travaillé en fait ce qu'on appelle les soft skills, donc l'employabilité, donc sur ses compétences de base. Ensuite, on lui a fait travailler en fait sur son français. Donc elle a suivi des cours de français. Ensuite, elle a suivi une formation pour travailler dans le domaine des services à la personne, donc une formation qualifiante et certifiante, donc elle a obtenu un diplôme. Et aujourd'hui, en fait, elle est en alternance sur le métier d'auxiliaire de vie. Elle touche bien sa vie maintenant, alhamdoulilah, au bout de 6 mois. Et là, on est en train de travailler sur le logement. Donc l'idée, c'est lui permettre, avec ses fiches de paye, d'avoir un logement fixe. Et on espère, avec le prochain projet qu'on va lancer, qui s'appelle Family Boost, on espère en fait l'embaucher au sein de notre structure comme premier employé, en tout cas, de notre future structure qui va agir dans le domaine de l'aide à la personne. D'accord. Donc vous les récupérez en situation de précarité, les personnes, et vous arrêtez de les accompagner à quel moment? Oui, en général, c'est un accompagnement très long. C'est minimum 4 mois jusqu'à 36 mois. Pourquoi 36 mois? Parce qu'on est vraiment dans
l'inclusion durable. L'inclusion durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, on travaille à la fois sur l'intégration, mais aussi dans le maintien, dans l'emploi notamment. Quand une personne en fait a trouvé un emploi, une formation, donc est-ce qu'on pourrait penser que ça soit l'objectif final? Pour nous, c'est pas ça en fait l'objectif final. La personne trouve un emploi, on va continuer quand même à l'accompagner sur plusieurs mois. On va même au-delà, parce que les personnes qu'on accompagne, elles font partie de l'association Booster d'Avenir, ce qu'on appelle la famille Booster d'Avenir, ce qui fait que en réalité, la connexion, elle reste là même après l'accompagnement. C'est des gens qui deviennent ou qui sont censés devenir des bénévoles et aider d'autres personnes par la suite. Ok. C'est quoi votre vision pour l'avenir, pour l'association? Est-ce que vous visez à atteindre certains chiffres ou vous restez focus sur la qualité? L'accompagnement dans le sens, ce que disait Omar tout à l'heure, viser le qualitatif, c'est toujours... le qualitatif, ça ne sera pas antinomique avec la quantité. Dans notre première année d'existence, en fait, on était en bureau partagé, c'est-à-dire qu'on n'avait pas nos propres locaux. Le fait est que concrètement, ça a impacté notre qualité de service. La plupart des intervenants chez nous sont des bénévoles. Du coup, le fait d'avoir des bureaux partagés, les bureaux partagés, c'était à des heures de bureau. Donc, on ne pouvait pas optimiser l'ensemble de nos bénévoles sur l'accompagnement. Alhamdoulilah, depuis un mois maintenant, on a nos propres locaux, alhamdoulilah. Donc, c'est quelque chose qui bouleverse totalement même au niveau de la quantité de personnes qu'on accompagne. On a eu énormément de demandes dans la première année d'accompagnement qu'on a dû mettre en stand-by parce que pour ne pas du coup commencer un accompagnement mais pour ne pas pouvoir le gérer jusqu'à la fin et laisser la personne finalement en difficulté seule. On a préféré ralentir les accompagnements du fait de ces, on va dire, difficultés logistiques. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus du tout ces difficultés-là. Donc, alhamdoulilah, avec les locaux, on peut accompagner en plus grand nombre les bénéficiaires. Mais notre objectif, là, pour la rentrée, c'est de lancer le volet économique de Booster d'Avenir, parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que Booster d'Avenir, c'est une association, mais de l'économie sociale et solidaire. Donc le principe, c'est que le volet associatif, il est nourri, on va dire, par le volet économique que nous-mêmes on génère. C'est-à-dire on crée nous-mêmes nos propres revenus, on ne bénéficie pas de subventions d'État. D'accord. Donc ce choix-là, il a été, ça nous a malgré tout ralenti, on va dire, sur les 6 premiers mois, mais on souhaitait vraiment garder notre autonomie d'action. Sur le public qu'on accompagne. On sait que venant des milieux, ayant travaillé longtemps à Pôle emploi, on sait qu'à partir du moment où on bénéficie d'une subvention donnée de l'État, par la région par exemple, ou par Pôle emploi ou toute autre subvention institutionnelle, on a l'obligation en retour d'accompagner le public qui est visé par cette subvention. D'accord. Donc finalement on perd une autonomie d'action. Et les invisibles qu'on ciblait nous à la base, on n'aurait pas pu les suivre de la même manière. Donc le choix de créer une structure de l'économie sociale et solidaire, c'est exactement ça. Donc là, le volet Family Boost, donc qui est la structure de service à la personne dont parlait Omar tout à l'heure, c'est le volet économique de Booster d'Avenir. D'accord. Tous les fonds générés par Family Boost seront réinjectés automatiquement dans Booster d'Avenir pour pouvoir accompagner les personnes en situation de précarité. Donc financer tout l'accompagnement, mais aussi trouver dégager ou créer des opportunités d'emploi pour les bénéficiaires qu'on accompagne. L'exemple que citait tout à l'heure Omar, Adela, c'est vraiment l'exemple typique et le but qu'on visait. C'est-à-dire que Adela, on l'a accompagnée sur tous ses volets, ses difficultés, et jusqu'à l'intégration à un métier de service à la personne. Parce que c'est des métiers en tension, et il y a énormément de demandes dans ce secteur-là, et qu'on sait que économiquement, c'est un marché qui est viable, et du coup qui permettra réellement de faire vivre Booster d'Avenir. Concrètement, Family Boost, ça consiste en quoi? Family Boost, en fait, répond à plusieurs enjeux. Déjà, en fait, l'emploi des personnes en difficulté, comme Adela, mais comme je peux prendre par exemple, c'est l'exemple que j'aime bien prendre, l'exemple des Syriennes qu'on peut trouver dans la rue, autour des feux rouges. En général, c'est des femmes qui
qui sont des intellectuels en fait dans leur pays, elles ont fait des études, souvent par plusieurs langues, mais ces femmes-là en fait, une fois arrivées en France, dans leur situation, ou au vu de leur situation, en fait elles n'arrivent pas à s'en sortir. L'idée de Family Boost, en fait, c'est de prendre ces femmes-là, de mettre en place le même parcours que pour Adela, donc à travailler sur les savoir-être professionnels en lien avec la situation en France, puis ensuite les former sur des métiers et ensuite les embaucher en quelque sorte chez Family Boost pour emmagasiner de l'expérience, un maximum d'expérience. Et quand à la fois elles ont une formation plus de l'expérience, on estime qu'à ce moment-là elles sont beaucoup plus aptes en quelque sorte à se réorienter vers le marché normal. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ces femmes-là en quelque sorte, même après une formation, la formation ne garantira pas un retour à l'emploi, parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, notamment la discrimination, où voilà, ça c'est une réalité. Donc voilà, donc ça c'est un premier enjeu. Mais ça va au-delà en fait, Family Boost, parce que ça répond à d'autres enjeux, notamment la difficulté du domaine de service à la personne à recruter, à maintenir en fait du personnel pour s'occuper des personnes âgées. On sait que c'est une situation très très tendue en France qui provoque en fait des situations compliquées. Quand on entend parler de maltraitance dans l'accompagnement des personnes âgées dans les EHPAD, tout ça, c'est une problématique structurelle. C'est-à-dire on embauche des gens qui n'ont pas forcément une vocation à travailler dans ce domaine-là, on les met dans des conditions de travail super compliquées, mais en même temps on leur dit toute la journée en fait occupez-vous des gens en difficulté, alors que ces mêmes personnes, ces mêmes salariés sont déjà en difficulté. Donc on prend des gens en difficulté pour s'occuper d'autres personnes en difficulté. Ça ne peut pas coller. Ça peut coller peut-être les premières années dans l'emploi, mais c'est pas des gens, soit ils vont pas rester, c'est ce qui se passe, ou soit s'ils restent par défaut, ça développe en fait des mécanismes comme la maltraitance, même si c'est pas forcément ça la première conséquence. L'autre enjeu en fait, c'est vraiment l'égalité des chances dès l'enfance. Chez Family Boost, et principalement c'est ça le but de la structure, c'est de permettre à des familles en situation de précarité de disposer d'outils, de moyens qui jusqu'à là en fait étaient réservés à une certaine catégorie de familles, notamment les familles aisées. Comment ça ? On sait que pour répondre à la problématique de la précarité, il faut bien sûr à la fois jouer sur l'individu, donc c'est ce qu'on fait, sur l'accompagnement de l'individu, mais aussi il faut agir sur l'origine, en tout cas les origines qui mènent à la précarité. Statistiquement, un enfant qui grandit dans une famille précaire a 2 fois plus de chances, voire plus, de se retrouver en situation de précarité une fois adulte. Ça c'est une étude sur les 50 dernières années. Donc pour permettre à la personne, à cet enfant-là en fait, une fois adulte, de ne pas se retrouver en précarité, l'idée de Family Boost, c'est d'agir dès le départ en fait, et lui permettre et lui donner les mêmes chances que n'importe quel enfant qui naîtrait dans une famille qui aurait des moyens. Et une famille qui a des moyens peut mettre à disposition de ses enfants des cours particuliers, des méthodes d'éducation alternative, les Montessori ou des choses comme ça. Donc l'idée de Family Boost sur l'égalité des chances dès l'enfance, c'est de permettre à tout enfant, quelle que soit sa situation sociale, de disposer des mêmes outils que tous les autres enfants pour lui permettre en fait de grandir dans de bonnes conditions et donc du coup d'assurer un minimum son avenir. D'accord, et du coup, comment vous fonctionnez pour faire ça ? Donc, 2 volets. Partir du principe que chaque intervenant de Family Boost, c'est-à-dire les salariés de Family Boost, seront formés à des modules de, par exemple, Montessori, toutes les méthodes alternatives, l'éducation bienveillante, la communication non violente. Tous ces outils-là d'éducation alternative seront mis à disposition et nos intervenants seront formés. Le second volet, c'est de mettre à disposition donc des familles qui ont des difficultés, des ateliers sur les mêmes thèmes, et rajouter à toutes ces formations dont j'ai parlé précédemment, les ateliers de parentalité, des accompagnements des familles justement qui n'ont pas ces codes-là finalement, qui n'ont pas accès à ces codes-là, des ateliers de parentalité à moindre coût
Du coup, vous irez à la rencontre des parents vous-même ou vous ferez la promotion d'autres formations, d'accompagnement? Ça passe par les deux volets, je pense. Déjà beaucoup de communication, parce que comme c'est une démarche qui n'est pas encore démocratisée, il faut vraiment travailler sur l'accompagnement éducatif de tout le monde et de la société en général. Donc c'est vraiment essayer de toute façon l'état d'esprit il est le même au sein de Family Boost que au sein de Booster d'avenir, c'est de dire que ces méthodes-là d'approche globale et systémique, elles s'appliquent donc dans Booster d'avenir, elles s'appliquent dans Family Boost, mais on a un rôle éducatif, c'est-à-dire que ces inégalités qui sont des enjeux de société, et la précarité c'est un enjeu de société, en fait c'est de démontrer par la communication, expliquer qu'on peut faire autrement et bien, et ça passe par beaucoup de communication. Donc la communication, aller à la rencontre de ces familles-là, de créer des conférences, des cafés-débats, etc. pour communiquer. Et aussi de tout ce qui est le volet commercial aussi de Family Boost aussi, c'est-à-dire notre site, notre offre de services, etc. qui aussi expliquera tous ces éléments-là. D'accord. Comment vous générez des revenus? Ben là, par exemple, à Booster, c'est tout simple en fait. On fait, comme disait Freda tout à l'heure, on refuse les subventions, mais on les refuse parce qu'on sait que ça va freiner notre efficacité. Aujourd'hui, les structures qui agissent dans ce domaine-là, sans vouloir en fait, on dit pas que, au contraire en fait, il y a des gens qui veulent vraiment faire du bon travail, mais le mode de financement de ces structures-là fait que les résultats sont limités. Donc on refuse des subventions pour cette raison-là, mais aussi aller au-delà, en fait, c'est de dire que la communauté musulmane doit adopter des nouveaux modes de financement, c'est-à-dire sortir un peu de la logique des subventions, des dons quand on a une action à faire, mais plutôt de dire comment pérenniser nos projets en créant des revenus. Donc sur Booster d'avenir, comment ça fonctionne? C'est que dans l'équipe, il y a des experts dans plusieurs domaines, notamment l'accompagnement de la personne, mais aussi l'accompagnement des entreprises. Donc d'un côté, on a les personnes qu'on accompagne, c'est gratuitement. De l'autre côté, on a des entreprises partenaires à qui en fait on va facturer des prestations d'accompagnement. Donc ça peut être du recrutement, comme du coaching, comme du conseil, de l'audit, de la gestion financière, plein de domaines. Donc ces prestations qu'on va facturer aux entreprises servent à financer les projets de Booster d'avenir. D'accord. En fait, c'est sous la forme plus précisément, c'est sous la forme de convention de partenariat. Vous avez fait beaucoup d'associatifs par le passé. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce projet? Moi, déjà, je vais raconter un peu mon parcours personnel et puis Farida, je pense, elle a d'autres motivations. Comme je disais tout à l'heure, je suis ingénieur aéronautique de formation. J'ai subi très tôt, en fait, la discrimination. Et en fait, ça a créé chez moi un déclic. J'ai pas pu travailler en France, donc j'ai dû m'expatrier pour travailler à l'étranger. Et quand j'ai décidé de revenir en France, j'ai pris une année sabbatique. Et pendant cette année-là, en fait, j'ai créé une association, à ce moment-là, une association des étudiants, qui devait aider les étudiants à mieux s'orienter ou se réorienter dans leurs études. J'avais fait des belles études et malgré ça n'a pas empêché de pas trouver d'emploi dans mon domaine ici en France. Donc la question que je me suis posée, si le diplôme ou même l'excellence du diplôme n'est pas un frein au chômage et donc du coup à la précarité, qu'est-ce qu'on peut penser en fait de ceux qui n'ont pas du tout de diplôme ou qui rencontrent encore plus de difficultés? Donc voilà, donc moi c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu moi clairement, et c'est ça qui a engagé en tout cas qui a été l'initiateur de mon engagement dans le domaine de l'insertion. Donc j'ai intégré Pôle emploi par la suite grâce à ça, parce que maintenant je peux dire grâce à ça. Donc j'ai intégré Pôle emploi. À Pôle emploi, je me suis vraiment occupé des personnes en très grande difficulté, et là donc j'ai arrêté Pôle emploi. L'idée maintenant c'est
on a quand même voulu créer Booster d'avenir pour continuer à faire quelque chose que j'aime énormément, qu'on aime énormément. Mais plus spécifiquement, je vais laisser Farida répondre sur l'action, en tout cas sur le déclic et comment en fait est venue l'idée de créer Booster d'avenir. Pour rebondir sur ce que disait Omar aussi, à titre personnel, j'ai vécu aussi cette discrimination, notamment liée à mon voile au sein de Pôle emploi. Donc du coup, à titre personnel, je l'ai vécu, cette discrimination, et est-ce que ça impacte sur notre, on va dire, sur notre identité, notre bien-être. Donc ça, je l'ai vécu intérieurement. Mais donc venant d'Île-de-France, on s'est installé donc à Lyon il y a 4 ans. Donc en Île-de-France, j'ai travaillé longtemps à Saint-Denis et à la NPE, ex-ANPE, et donc la précarité, on la connaissait, on la vivait au quotidien, c'est-à-dire qu'on travaillait on accompagnait des personnes qui étaient vraiment en grande difficulté, et tout le 93 et notamment Saint-Denis, c'est un territoire où réellement les difficultés, la précarité est clairement ancrée dans ce territoire-là. Donc les visages de la précarité, je les ai connus, parce que j'étais originaire de l'Est de la France avant cela, donc j'ai découvert ces visages-là de la précarité en arrivant à Saint-Denis. Donc en partant de Saint-Denis, en arrivant à Lyon, et en m'investissant un peu dans le milieu associatif sur Lyon, j'ai découvert un nouveau visage de la précarité, et ce visage-là, en fait, ça nous a vraiment bouleversés. C'était de découvrir les squats. Les squats où les personnes étaient vraiment complètement au-delà de la précarité, ils étaient désocialisés, c'était un niveau encore supérieur. Je pouvais rencontrer à Saint-Denis des personnes qui dormaient dans leur voiture, qui venaient en entretien, ou qui cumulaient plusieurs emplois. Ces difficultés-là qui sont déjà énormes, je pouvais les côtoyer au quotidien, mais en rencontrant ces personnes-là dans les squats, c'était un niveau bien supérieur. Et ça part d'une discussion avec une des habitantes d'un des squats qui nous expliquait donc qu'elle avait traversé avec dans des zodiacs. Je vais faire un peu l'histoire un peu courte, mais pour résumer cette histoire-là, et qu'elle nous expliquait tout son parcours là venant d'Afrique et les zodiacs, tout ce qu'on entend un peu à la télé. Elle, on le voyait à travers ses yeux. En fait, elle nous l'expliquait. Et elle nous expliquait qu'ils étaient là depuis longtemps, et que son mari avait obtenu le statut de réfugié il y a plus de 6 mois, et qu'il était dans les métiers du bâtiment, et que depuis 6 mois, il ne travaillait pas. Or, pour nous, qui sommes du domaine, et qui connaissons bien le métier, le marché du travail sur la région lyonnaise, c'était incohérent pour nous, c'était pas possible. Ils travaillent dans le bâtiment, les métiers du bâtiment, c'est des métiers en tension, il y a énormément de demandes. Les employeurs sont en recherche de salariés, ils trouvent pas. Donc pour nous, c'était complètement incohérent que cette personne-là, depuis 6 mois, elle a ses papiers, elle pouvait travailler, mais elle ne travaillait pas. Donc les raisons, elles étaient ailleurs, et c'est en tout ce qu'elle expliquait, c'est-à-dire que le fait de vivre dans un squat, être complètement désocialisé, de ne pas avoir les codes, de ne pas... tout ça, en fait, toute cette situation qu'il vivait, qu'il subissait, les mettait dans une précarité encore plus forte. Donc c'est en partant de cette rencontre-là, on a fait 40 km en voiture, pendant le ramadan, c'était un soir de ramadan où on avait fait des iftars solidaires, où on avait ramené à manger, parce que la plupart, 80% des habitants de ce squat étaient musulmans. Donc on leur avait apporté à manger, et on s'est dit oui, c'est bien de venir en aide dans l'urgence. L'assistanat, c'est quelque chose les personnes qui le font, c'est quelque chose de très louable et merveilleux, mais au-delà de ça, il y a une vraie problématique, c'est de l'accompagner dans la durée. Et voilà, les 40 km qui nous reliaient à notre domicile, c'est là qu'est née l'idée de Booster d'avenir. D'accord, vous avez brainstormé voilà. dans la voiture. Voilà, exactement. On s'est dit que peut-être qu'on avait autre chose à apporter, et que ça serait plus long, c'est-à-dire que de travailler sur la durée, les différentes difficultés que rencontrent ces personnes, forcément ça prend plus de temps, mais ça vaut la peine. L'inclusion durable de ces publics-là,
qu'ils soient migrants ou pas, parce qu'après du coup en créant Booster d'avenir, on s'est rendu compte que il y a des personnes qui sont nées ici, qui ont grandi ici, des Français pure souche, qui ont connu des accidents de la vie, qui ont connu des divorces, des surendettements, qui se sont retrouvés à la rue et qui rencontrent les mêmes difficultés finalement que ces migrants, parce qu'ils sont désocialisés et voilà. Donc l'association à l'heure actuelle n'est pas encore rentable, Inch'Allah bientôt, mais pour l'instant elle ne l'est pas. Oui. Est-ce que ça ne vous met pas, vous, en particulier, en situation de précarité? C'est très très bonne question. Comme disait Farida, en fait, elle a bien résumé ça. La précarité ne se résume pas uniquement sur le volet financier. Il y a d'autres aspects. Donc, alhamdoulilah, on considère qu'on n'est pas en situation de précarité, même si on vit sur les réserves. Parce que au tout début, on a commencé en se disant, voilà, on lance Booster d'avenir, on essaie d'aider les gens. On s'est rendu compte très rapidement, au vu des demandes, au vu de l'attente en fait qu'il y a autour, mais aussi de l'impact en fait qu'on apporte chez les gens. Au jour d'aujourd'hui, tous les deux en fait on est quasiment à 100% dessus. On passe notre temps ici, donc ça rapporte pas, donc ça finance pas les loyers, mais on a une autre reconnaissance. Parce que malgré tout on sait pourquoi on le fait avant tout pour la satisfaction de Dieu. On espère retrouver cette récompense dans l'au-delà, même si on reste persuadé que pour ce type de projet qui a une ambition en fait de durer dans le temps, en tout cas d'impacter fortement et durablement, il faut des permanents. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui font de ce projet-là leur projet de vie. Et c'est ce qu'on essaie de construire. Donc c'est pour ça que sur tous les volets, on a développé en fait un modèle économique performant qui permettrait demain en fait de faire de ce projet-là un projet pour nous-mêmes, dans le sens qui permettrait de payer nos factures aussi, parce qu'il faut pas qu'on rentre dans une situation de précarité, mais aussi qui peut être un projet impactant pour toute la société, toute la communauté spécifiquement. D'accord. Donc vous n'êtes pas, a priori, vous n'êtes pas du tout motivé par l'argent. Non, on a vraiment la révélation là, le fait de créer, en fait, subhanallah, on s'est rendu compte que toutes les difficultés qu'on a vécues en venant s'installer à Lyon, la discrimination qui était encore plus forte à Lyon, professionnelle, moi pour ma part. Qu'à Paris, oui. Et notamment moi, sur mon poste à Pôle emploi, j'ai vraiment subi la discrimination ici, même si, voilà. Mais toutes ces difficultés nous ont amenés à Booster d'avenir. Et réellement, pour nous, c'est un engagement, les valeurs fortes qui portent ce projet, c'est qu'on le fait, voilà, comme l'a dit Omar, pour tenter d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on sait que c'est un sacrifice aussi à faire au sens large pour quand je disais tout à l'heure le volet éducatif qu'on doit tous. Au jour d'aujourd'hui, le contexte fait en France notamment que c'est encore plus difficile pour les personnes de la communauté. Et il y a une réalité, c'est que statistiquement, tous les statistiques officielles le montrent, c'est que même si nous on a une vraie volonté de ne pas pratiquer la discrimination qu'on subit par ailleurs, c'est-à-dire qu'on nous verra tous, quelle que soit l'origine, quelle que soit la religion, quelles que soient les orientations politiques, quelle que soit la personne, ses choix de vie, pour nous ça n'a aucune importance, on accompagnera tout le monde de la même manière. Mais la réalité, c'est que les statistiques montrent que 80% des personnes dans ces situations-là, c'est des raisons multifactorielles, mais la discrimination y joue beaucoup, sont des personnes de la communauté. Donc chacun d'entre nous doit être moteur pour notre communauté avant tout, mais aussi pour la société au sens large. Donc on a un rôle à jouer. Ça représente des sacrifices dans nos vies parce que c'est énormément de temps et qu'on a deux bébés et que c'est un engagement de toutes les minutes. Mais voilà, c'est un projet auquel on croit et qui a les personnes qui sont en face, les bénéficiaires sont dans des difficultés encore bien plus importantes que les nôtres. Donc alhamdoulilah, on s'en remet à Allah et on espère que les volets économiques qu'on va développer nous permettront de pouvoir
de ce projet-là un projet impactant pour la communauté, mais pour la société dans son sens. Est-ce que vous récoltez parfois de l'argent pour vos missions? On s'interdit ça, c'est-à-dire que pour nous, l'argent qu'on peut dégager par ailleurs pour Booster d'avenir, c'est réservé aux personnes en situation de précarité. Nous, enfin... Non, je veux dire, même pour les situations de précarité, pour mener vos actions, oui. Vous avez besoin de payer, faire un peu de marketing, tout ça. Ah oui. Bah ça vient de tout ce qui est dégagé pendant la première année, on va dire, les 8 premiers mois, c'était nos fonds personnels. Parce que ce qu'on dégageait par ailleurs sur des événements ou sur des prestations, c'était réservé à l'accompagnement des personnes. Mais l'idée, c'est vrai comme disait Farida sur le volet éducatif, les dons, c'est très bien, mais là aussi, en fait, on travaille sur l'autonomie des personnes. Donc, quand les personnes arrivent chez nous, donc on n'est pas du tout dans l'assistanat, mais l'idée pour nous, en fait, c'est de leur donner des outils nécessaires pour leur permettre, en fait, d'être autonomes, parce que c'est ça qui mène à la dignité. On est vraiment sur la dignité de la personne, et il n'y a pas plus digne que quelqu'un, en fait, qui va se lever, qui va aller travailler, qui va qui va avoir un salaire, et qui va payer lui-même son propre loyer. Donc, on est vraiment dedans. Donc, nous, le volet éducatif, c'est se dire que si on a ce discours-là avec les personnes qu'on accompagne, il faut déjà nous-mêmes, en tant que structure, on peut se dire, ok, c'est très bien, mais si nous-mêmes on vit dans l'assistanat des dons, ça n'a aucun sens. Donc, c'est pour ça, en fait, ça participe à se dire, voilà, au-delà même pour la communauté musulmane, il est essentiel d'avoir des modèles qui, à la fois, sont performants économiquement, parce que si on veut régler certaines problématiques, il faut une économie solide, mais aussi, en fait, des projets sur le long terme. C'est-à-dire, il faut arrêter de penser, en quelque sorte, à l'immédiateté, en fait, des situations, mais se dire, mais comment on va régler les problèmes sur les 25, 30 prochaines années. On se dit souvent, nous, pour Booster d'avenir, on pense même pas voir le résultat de ce que va être Booster d'avenir. On se dit peut-être les réels résultats, l'impact qu'on recherche, on sera même plus là, en fait, pour le voir. Mais on s'en fout. On s'en fout parce que ce qu'on recherche, c'est pas la reconnaissance des gens. Ce qu'on recherche vraiment, c'est se dire qu'on a participé à notre niveau à mettre en place un modèle qui servira demain aux futures générations de cette communauté et de la société dans sa globalité. D'accord. J'avais aussi une question par rapport à votre organisation, le fait de monter ce projet vous deux ensemble. Bon, oui, j'imagine qu'il y a des avantages, des inconvénients. Est-ce que vous pouvez un peu partager votre retour d'expérience parce que souvent, les avis sont partagés, certains disent que c'est plus facile, d'autres que ça peut créer des conflits. C'est quoi votre retour par rapport à ça? Je réponds en premier. Mais en fait, c'est clair que c'est plus facile dans le sens où quand on a un engagement, quand la personne qui partage votre vie n'est pas du tout dans le même type d'engagement, forcément pour expliquer pourquoi on s'engage, c'est compliqué. Donc là, c'est une réelle conviction chez nous, c'est un projet de vie, c'est un projet de couple. Donc ça, c'est facilitant, mais en contrepartie, ce qui fait quand elle est débordée, moi aussi je suis débordé. Quand je suis débordé, elle est débordée. Ce qui fait que on a des journées qui durent des heures et des heures et des heures. On n'a plus de samedi, on n'a plus de dimanche. Il y a les enfants qui s'en occupent, donc en général, on a des choses à faire. Par exemple, on est obligé de ramener les enfants. Quand on peut pas, essayer de trouver une nounou pour les garder. Sauf qu'il faut payer une nounou, mais la structure ne dégage pas de revenus. Donc voilà, donc c'est une organisation qu'il faut mettre en place. Pas facile à mettre en place, mais c'est un sacrifice qui en vaut largement la peine. En fait, oui, je reprendrai ce que disait Omar, c'est-à-dire que en fait, ce projet, il est venu comme un déclic pour nous deux. Donc, et finalement, on a vu que dans nos parcours, à chaque fois qu'on s'est lancé dans des projets, c'était vraiment une conviction forte et faire attention aux différents signes qui nous, en tout cas, que nous on perçoit qui nous sont envoyés. Et subhanallah, comme je disais tout à l'heure, les difficultés qu'on a rencontrées nous ont emmenés, l'un et l'autre nous ont préparés à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que ce projet, c'est un projet, on y croit, mais encore plus qu'en nous-mêmes. Et au quotidien, bien sûr que ça représente des difficultés. Mais en fait, je pense que notre complicité, ce qu'on est en tant que couple, individuellement, mais en tant que couple aussi,
subhanallah, mais vraiment, je sais pas comment l'expliquer parce que c'est des choses dont je ne parle pas. Et c'est un peu de la pudeur, mais j'ai le sentiment que ce projet était fait pour que ce soit nous deux qui le portions. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est hyper compliqué, que dans la vie de couple, au quotidien, avec des enfants, on a ce sentiment où on fait pas les choses comme, c'est-à-dire on n'accorde pas assez de temps à l'un, à l'autre, à nos enfants. À la famille surtout, ouais, parce que du coup on essaye de trouver malgré tout, de dégager du temps pour nos bébés, parce qu'on sait qu'ils en ont besoin, mais à nos familles respectives. Mais ce projet-là, il nous dépasse, on en est certain, et du coup c'est ce qui nous aide à tenir, et c'est ce qui fait que quotidiennement, on se porte l'un l'autre. Quand il y en a un qui est plus faible physiquement, l'autre est là pour prendre le relais. Et alhamdoulilah, depuis 1 an, voilà. Alhamdoulilah, ça tient. Ouais, ça tient. Après, pour préciser, ce projet-là, même si on était les initiateurs, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a une équipe qui est là. Vous êtes combien? On est une trentaine à peu près. Ouais. Vous agissez que sur Lyon pour le moment? Ouais, que sur Lyon pour le moment. Mais l'idée, bien sûr, c'est d'être dans plusieurs villes. Donc on est une trentaine. Il y a des sur le bénévolat, hein, donc il y en a qui sont investis selon leur disponibilité, tout ça. Mais il y en a en fait qui portent ce projet-là, ou en tout cas qui donnent autant de considération que nous on donne en fait. Donc vous sentez cette force? Oui, cette franchement, on sent cette force. Il y a des frères, il y a des sœurs, Oussine, Imen, Saïda. En fait, l'équipe de porteurs, vraiment notre façon de voir les choses, c'est que ce projet-là, bien sûr, c'est un projet qu'on a lancé tous les deux, mais on veut que chacun, parce que comme c'est une cause qui nous dépasse, on veut que chacun fasse de ce projet son projet. Il y a que comme ça qu'on pourra changer les choses en réalité. On peut pas tous les deux, déjà on n'a pas la prétention de ça, de se dire que à tous les deux on peut révolutionner ou changer les choses. On se dit que chacun, en mettant main dans la main toutes les compétences que chacun peut apporter, on est ouvert à ça et on veut que chacun fasse de ce projet son projet. Et alhamdoulilah, il y a des personnes qui portent avec nous au jour d'aujourd'hui, sont les porteurs du projet, et il y a l'équipe de bénévoles qui est derrière, qui nous porte aussi et qui nous accompagne. Comment est-ce que vous faites pour inclure des personnes et faire en sorte qu'ils se sentent responsables, porteurs de projet eux-mêmes? En fait, nous déjà, on a horreur d'une chose, et qu'on estime, en parlant de la communauté musulmane, que la personnalisation, ou peut-être la personnification en fait des projets est super dangereux. Pourquoi? Parce que du coup c'est plus les projets en fait qui sont mis en avant, c'est plutôt les personnes en fait qui portent ces projets là, et on estime qu'au jour d'aujourd'hui c'est un des freins des développements des projets. Donc on a tout fait pour que ce projet là en fait, déjà que ça soit pas un projet de Farida et de Omar, mais que chaque personne en fait qui intègre on entend le bébé là, c'est pas grave. Qui intègre Booster d'avenir puisse se dire c'est mon projet. Et c'est cette philosophie là en fait qu'on porte tous les jours. Et s'il y a autant de personnes, de bénévoles, parce que là on est une trentaine, mais alhamdoulilah on a de plus en plus, et de jour en jour on a des gens qui veulent venir dans ce projet là, c'est que ils le sentent, ils le ressentent, ils ressentent que c'est leur projet, c'est le projet de la communauté, c'est le projet de la société, et c'est pas le projet de Omar et de Farida. Comment vous avez trouvé vos bénévoles? C'est vraiment eux en fait qui viennent à nous. C'est vraiment eux qui viennent à nous, bouche à oreille en général. Vous en cherchez encore actuellement? Oui, on a besoin d'énormément de compétences, parce que Booster d'avenir, déjà les missions de Booster d'avenir sont tellement larges, et ce qu'on veut mettre en place c'est tellement un projet tellement ambitieux. Je disais tout à l'heure, c'est un projet sur 30 ans, c'est pas du tout un projet sur 2 ou 3 ans. Donc oui, on a énormément besoin de compétences, donc dans tous les domaines d'ailleurs. Je vais mettre en description. Ok, très bien. Si des gens veulent vous contacter, Inch'Allah. On arrive quasiment à la fin du podcast. Est-ce que vous avez un livre ou bien un podcast ou une vidéo ou quoi que ce soit qui vous a marqué, que vous souhaiterez recommander? Un livre. Je sais pas si vous avez le temps de lire avec tout le travail que vous faites. Je lisais beaucoup quand j'étais à l'université. Là, j'avoue, beaucoup moins. Je suis pas trop lecture de toute façon, mais j'ai des gens en fait qui m'inspirent, notamment
dans la rigueur que ces personnes en fait mettent dans leurs projets. Je parlerai par exemple de chez Mohamed Patel, chez Shakil Omarji, ici localement chez Mohamed Minta. C'est des personnes en fait qui m'inspirent en fait, hein. Et limite j'ai même plus besoin d'aller lire des livres. Le fait de côtoyer ce type de personnes fait que on développe des qualités humaines forcément qui permettent de porter ce type de projet. Donc j'ai pas de livre j'ai pas d'exemple de livre à donner. Ils font des vidéos sur Internet. Voilà, mais c'est des gens qui font des vidéos qui peuvent suivre. Moi aussi, j'ai pas de... Effectivement, j'ai plus du tout de temps. Contrairement à Omar, j'aime énormément lire. Avant qu'on lance ce projet, j'aimais lire tout et n'importe quoi, en fait. Enfin, tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je suis curieuse de tout. J'aime énormément tout ce qui... tous les livres qui permettent de comprendre la nature humaine, d'un point de vue, on va dire... en fait, je suis diplômé en sociologie à la base, donc vraiment c'est une passion. C'est une passion. J'ai choisi cette voie-là parce que c'est une passion à la base. Et du coup, oui, c'est plus, comme disait Omar, des personnes inspirantes, des personnes qui mettent l'humain au cœur de chaque chose. C'est-à-dire prendre en compte l'humain dans sa globalité tel qu'il est, l'accepter, le respecter tel qu'il est. Ça, c'est des choses inspirantes pour moi. C'est voilà. Est-ce que vous vous ressourcez de temps en temps quand même, malgré le travail que vous avez? Est-ce que vous prenez des day off, vous dites telle matinée, telle journée, là, faut qu'on se repose? Honnêtement, il n'y en a pas. Et on se rend compte que... on en a besoin. On en a besoin énormément. Vraiment, là, depuis le lancement de Booster, on n'en a pas pris. On est à la base... et l'un et l'autre, on est globe-trotteurs. On aime... j'ai énormément voyagé. Lui aussi, de son côté, avant même qu'on soit mariés, il a énormément voyagé. Et là, pour nous, le fait de ne pas pouvoir aller se ressourcer dans la nature, voilà, justement, des moments de vrai break où on prend le temps de mieux se retrouver en soi. On se rend compte ces derniers temps, on en parle énormément parce que ça nous manque. Pour te dire, c'était quand? C'était ce matin, en prenant le petit-déj, je disais à Farida, oh là là, le petit-déj de Marrakech. Parce que je pense que c'était il y a 2 ans, je crois, on l'avait fait. Et juste en prenant le petit-déj, déjà ça m'a fait rappeler, c'est pour te dire à quel point on est en manque de moments de coupure. Je vous souhaite que vous puissiez avoir un moment de coupure bientôt, Inch'Allah. Si un auditeur souhaite suivre votre travail, où est-ce qu'il peut vous suivre? On a le site internet boosterdavenir.com qu'on est en train de refaire là, mais il est accessible. On a la page Facebook, on a des comptes LinkedIn, donc des comptes plus professionnels. Et sur Instagram aussi. Sur Instagram aussi. Voilà, je les retrouverai, Inch'Allah, et je les mettrai en description. Je vous remercie beaucoup en tout cas de votre partage. C'est nous qui te remercions. Et je vous souhaite une bonne continuation et bon courage pour la suite, Inch'Allah. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, etc. Et faites-le savoir aux intervenants en les taguant si possible. Enfin, si vous êtes sur iTunes, vous pouvez aider à promouvoir le podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un commentaire. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à dimanche prochain, Inch'Allah.